bonjour à... Bon, bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation, merci à Steve et merci à tout le comité d'organisation, Geneviève, Laurie Marlène, enfin tous les gens qui participent à tout ça. Et donc merci, je suis très content d'être là encore une fois parce qu'on vient régulièrement, on a des collaborations multiples entre l'Université Paris-Descartes et l'UQAM et plus spécifiquement entre nos deux laboratoires. Il y a des étudiants qui vont dans un sens, dans l'autre sens, et qui s'acculturent finalement à ce qu'on fait dans nos deux laboratoires. Donc vous verrez qu'on fait des choses relativement similaires. Alors Steve va plutôt parler des neuromythes aujourd'hui, mais on a fait plein de choses ensemble et on continue à travailler ensemble sur un certain nombre de choses. On vous a beaucoup parlé de cerveau hier, donc je ne vais pas en faire énormément aujourd'hui. Je voulais juste vous faire prendre conscience qu'on a un peu parlé de maturation cérébrale. Alors, comme ça m'a un peu choqué, parce que je n'ai pas tout à fait la même conception de la maturation cérébrale de ce qu'on vous a dit hier, je me suis dit que j'allais vous en parler aujourd'hui. Vous dire deux choses. D'une part, que la maturation cérébrale, ça commence très tôt. Ça commence après quelques jours après la conception. On va partir d'un tube neural fait de quelques cellules qui vont se diviser extrêmement rapidement, in utero, pour donner 86 milliards de neurones. Donc ça, c'est ce qu'on vous avez entendu hier. Et puis, effectivement, ce qui est, je dirais, la chose la plus impressionnante, 1 million de milliards de connexions entre les neurones. Donc si vous pensez qu'Internet est très complexe, dites-vous que le cerveau est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'Internet. C'est pour ça aussi qu'on n'a pas beaucoup de réponses à vous donner, finalement. Donc il y a aussi un peu il faut garder ça en tête quand on parle de complexité du cerveau. On parle effectivement d'un système extrêmement complexe, et c'est pour ça que c'est difficile, finalement, de comprendre comment fonctionne le cerveau. La deuxième idée, c'est que s'il y a une partie, je dirais, de la maturation cérébrale qui commence in utero, il y a beaucoup de la maturation cérébrale qui se passe à l'extérieur du ventre de la mère, et donc qui est évidemment impacté par l'environnement. Ça peut être, on vous a parlé hier d'environnement socio-économique, mais un autre environnement important, c'est évidemment l'école. La classe, la façon dont on va enseigner aux enfants, va avoir un effet sur leur cerveau. Je rappelle quand même qu'il y a des moments de la vie où il se crée plus d'1 million de synapses, on a entendu parler de synapses, de connexions entre les neurones, à la seconde. Donc si on imagine qu'on pense une pédagogie X ou Y, on voit bien comment on va pouvoir avoir un impact sur cette maturation cérébrale. Alors, cette maturation cérébrale, elle s'exprime à travers différentes caractéristiques du cerveau. Elle s'exprime par exemple à travers le nombre de connexions qui sont créées, mais aussi par exemple la vitesse de conduction de l'information entre différentes parties du cerveau. Donc ça, c'est les fibres de matière blanche, mais ça va aussi impacter par exemple l'épaisseur de la matière grise, donc l'épaisseur du cortex, c'est la couche externe du cerveau. Ce qui est important de garder en tête, et je dirais que c'est important de garder ça en tête parce que je vais vous en parler ensuite un peu pour ce qui est du développement cognitif, c'est juste pour vous montrer que l'âge est un système chronologique, évidemment, et donc on a tous un biais. Alors, soyons très clairs, en tant que chercheur, j'ai un biais, en tant que chercheur en psychologie de développement, j'ai un biais, et vous, évidemment, en tant que professeur, vous avez aussi un biais. Le biais, c'est de dire, comme l'âge est un système chronologique, alors la maturation cérébrale, c'est quelque chose de très linéaire. Il n'y a rien de plus faux. C'est un système extrêmement dynamique et non linéaire, la maturation cérébrale. Elle ne s'opère pas du tout au même rythme dans les différentes régions cérébrales. La maturation cérébrale, elle va commencer d'abord dans les régions postérieures du cerveau, puis dans les aires associatives, et elle va finir sa maturation, et on en a un peu parlé hier, dans le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, c'est ce que vous entraînez tous les jours chez vos élèves à l'école. C'est toutes les fonctions de haut niveau. C'est le raisonnement, c'est une partie du réseau du langage, c'est toutes les fonctions exécutives, toutes ces fonctions de haut niveau qui nous permettent de planifier, de mémoriser dans le cadre d'une résolution de problème un certain nombre d'informations qu'on veut manipuler, et c'est aussi le lieu de la flexibilité et de l'inhibition ou de la résistance cognitive, comme moi je l'appelle. Donc il y a un vrai enjeu parce que cette maturation, elle va continuer pendant tout le temps de l'instruction formelle. Elle va continuer cette maturation du cortex préfrontal jusqu'à 25 ans. Donc finalement, tout le temps qu'on passe dans notre système éducatif, jusqu'à la fin de l'université, jusqu'à la fin du doctorat finalement, on le passe avec un système en maturation. Donc comprendre d'une certaine manière le cerveau et la maturation cérébrale, c'est aussi comprendre pourquoi finalement il peut y avoir des âges où c'est plus propice parfois d'introduire telle ou telle notion, ou parfois c'est plus difficile d'introduire certains apprentissages. Et le fait même qu'il y a un décalage dans les courbes de maturation, donc ici ce que vous voyez représenté, c'est l'épaisseur du cortex. Le cortex, donc c'est la couche externe du cerveau, d'accord, c'est là où il y a essentiellement le corps des neurones. Et cette épaisseur corticale, elle va varier avec l'âge, sous l'effet de la multiplication des connexions. Donc, quand vous multipliez les connexions entre les neurones, mécaniquement, vous augmentez l'épaisseur corticale. Et dans un deuxième temps, quand vous sélectionnez les meilleures voies pour être le plus adapté à votre environnement, vous diminuez le nombre de connexions et donc vous diminuez l'épaisseur du cortex. Mais ça s'opère à différents rythmes dans différentes régions cérébrales. C'est ce qui produit, d'une certaine manière, une maturation dynamique et non linéaire. Et c'est ce qui sous-tend aussi le fait que
contrairement à ce qu'on vous a enseigné, le développement cognitif et socio-émotionnel de l'enfant et de l'adolescent n'est pas linéaire et cumulatif par grands stades comme le pensait Piaget. Ça, en gros, c'est ce qu'on pensait il y a 60 ans dans les laboratoires de psychologie du développement. Je caricature. Alors, il y a encore plein de modèles qui sont très linéaires et cumulatifs. Mais globalement, quand même, gardez en tête, en tout cas, je sais que par exemple en France, on continue d'enseigner massivement dans la formation initiale des professeurs des écoles le modèle piagétien. Sauf qu'on sait que ça ne représente pas la façon dont se développe un enfant. Et d'ailleurs, on le voit bien, dans une classe, on voit bien qu'il y a deux choses qu'on peut observer. La première chose, c'est qu'il y a des différences interindividuelles entre les enfants. Chez Piaget, je rappelle qu'il n'y a pas de place pour les différences interindividuelles. Piaget, je ne caricature pas, écoutez ces interviews, c'est tous les enfants du monde passent par les mêmes stades aux mêmes âges. Il n'y a pas de variabilité chez Piaget. J'adore Piaget, je veux dire, c'est le père fondateur de ma discipline, donc je le critique, mais je reste extrêmement attaché à Piaget. Mais je me permets simplement de le critiquer sur un certain nombre de choses. Et puis il y a deux problèmes pour le modèle piagétien. Le premier problème, c'est que, je vous rappelle que chez Piaget, jusqu'à 10-12 mois, si je montre la bouteille au bébé et que je fais disparaître la bouteille, il pense que la bouteille n'existe plus. Donc ça, chez Piaget, c'est le stade des opérations sensorimotrices. Et puis tout d'un coup, quand on a changé la façon dont on a étudié le développement cognitif du bébé, on s'est rendu compte que le bébé avait beaucoup plus de compétences que ne le pensait Piaget. Les bébés sont capables de faire des opérations arithmétiques simples. Ils sont capables de déterminer que 5 plus 5 égale 10. Ils sont capables de déterminer que 10 moins 5 égale 5. Ils sont capables de faire des statistiques bayésiennes. Paradoxe, parce qu'on voit bien que quand on essaye d'enseigner les statistiques bayésiennes, même à des étudiants, parfois ça peut être problématique. Ça, c'est le premier problème pour le modèle piagétien. Le deuxième problème, c'est au bout du développement. C'est ici. Ça ne vous aura pas échappé que dans le modèle piagétien, normalement, quand vous êtes arrivé au stade des opérations formelles, c'est-à-dire à 15 ans, vous êtes parfaitement rationnel. Vous ne faites plus aucune erreur de raisonnement. Bon. Un peu d'introspection, et on se rend compte que ça nous arrive encore de faire quelques erreurs de raisonnement. Bon, mais quand un modèle n'arrive pas à refléter ce qui se passe au début du développement et à la fin du développement, en science, et c'est une bonne façon de savoir si vous êtes dans une science ou pas dans une science, vous changez de modèle. Un modèle en science, ça bouge, ça transforme, ça peut. C'est pour ça qu'il faut continuer, d'une certaine manière, de s'informer et de se former tout au long de sa carrière, parce qu'effectivement, les connaissances bougent. Et la connaissance qui a bougé fondamentalement en psychologie de développement il y a une soixantaine d'années, c'est qu'on est passé de modèles très linéaires et cumulatifs à des modèles beaucoup plus dynamiques et non linéaires, dans lesquels, finalement, l'erreur, elle n'est pas tant âge-dépendante, elle est contexte-dépendante. Elle dépend tout autant du contexte que de l'âge. Et on voit bien, parfois, à âge égal, vous changez le contexte et l'élève réussit ou échoue dans une tâche. Il peut exprimer certaines compétences dans certains contextes. Vous changez un peu le contexte et à ce moment-là, il a plus de mal à exprimer cette compétence. Donc, je dirais la conclusion, c'est que ce n'est pas tant l'âge qui va déterminer la réussite, c'est plutôt le contexte. Et donc ça permet de reconceptualiser d'une certaine manière le développement cognitif en sortant de cette conception très piagétienne où à chaque nouveau stade de développement, on développe une pensée de plus en plus complexe. Ça, je dirais que c'est l'état des connaissances il y a une soixantaine d'années. Donc on a un peu bougé de ce point de vue-là. Et après, il existe plein de modèles du développement cognitif. Nous, on défend un modèle au laboratoire, mais il en existe plein d'autres. C'est un modèle parmi d'autres. Le modèle qu'on défend au laboratoire, c'est de dire que finalement, on peut conceptualiser la pensée humaine à travers trois grands systèmes de pensée. Le système des automatismes, c'est des stratégies qui sont hyper adaptatives, les automatismes. Ça nous permet d'arriver très rapidement à la bonne réponse. C'est très bon, d'une certaine manière, c'est très adapté à notre système cognitif. On en a entendu parler hier, vous vous rappelez, hier, on disait que notre cerveau, c'est 2% de notre masse, mais 20% de notre consommation d'énergie à tout moment. Donc il y a un vrai enjeu, d'une certaine manière, de limiter la consommation d'énergie pour notre cerveau. Les automatismes, ça répond exactement à cette contrainte. Un automatisme, c'est rapide, c'est peu coûteux cognitivement, et donc c'est peu coûteux en ressources énergétiques. Donc un automatisme, c'est très bien, d'une certaine manière. Il faut avoir des automatismes. C'est bien d'avoir des automatismes, ça nous permet de converger très rapidement vers la bonne réponse. Néanmoins, ces automatismes, parce qu'ils sont des automatismes, ils sont adaptés à certains contextes, et pas à tous les contextes. Et donc l'enjeu, c'est qu'à un certain moment, il faut revenir à une pensée rationnelle, réflexive, plus coûteuse, plus lente, très gourmande en énergie, mais qui nous permet, quand on arrive à faire toutes les sous-étapes de cette pensée réflexive, de trouver systématiquement la bonne réponse, indépendamment du contexte.
Et tout l'enjeu du développement, c'est ça. C'est de construire des automatismes et par moment de revenir à une pensée réflexive. Et pour pouvoir faire ça, en tout cas c'est ce qu'on suppose nous dans notre laboratoire, il faut un troisième système de pensée qui est un système d'arbitrage, qui dit au cas par cas, quand il y a un conflit entre la réponse produite par l'automatisme et la réponse produite par le système réflexif, ok, on stoppe le système 1, on inhibe le système 1, on résiste au système 1 pour pouvoir activer un système plus réflexif, plus logique, plus coûteux, mais qui me permettra de trouver la bonne réponse dans ce contexte-là. Et c'est aussi ça l'enjeu de l'éducation. C'est qu'en fait, ce qu'on essaye de faire d'un certain point, c'est d'automatiser un certain nombre de savoirs, d'automatiser un certain nombre de procédures, sauf qu'en automatisant ces procédures, parfois, on va créer des difficultés dans des apprentissages ultérieurs. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver parfois à guider l'élève pour bloquer ces automatismes dans le but d'activer, de réactiver une pensée plus réflexive. Donc ça, c'est ce sur quoi on travaille depuis une quinzaine d'années au laboratoire, et on essaye de valider ce modèle dans différents domaines, qui sont des domaines cognitifs variés. Il y a des gens qui au laboratoire qui travaillent sur la perception visuelle, il y en a qui travaillent sur la catégorisation, il y a des gens qui travaillent sur le nombre, il y a des gens qui travaillent sur la prise de décision, il y a des gens qui travaillent sur le raisonnement, il y a des gens qui travaillent sur la créativité, il y a des gens qui travaillent sur la prise de perspective, sur le développement des théories de l'esprit. Donc tout le monde travaille autour de ça, autour d'un même modèle du développement cognitif qu'on essaye de valider dans différents domaines. Pourquoi on s'intéresse à la résistance cognitive et pourquoi vous devriez vous y intéresser si vous êtes enseignant? On s'y intéresse parce que la résistance cognitive, on sait que c'est, d'une certaine manière, et le contrôle de soi de façon plus générale, qui est quelque chose d'un peu plus large que la simple résistance cognitive, c'est un prédicteur extrêmement important de la réussite scolaire et universitaire. Donc vous savez, vous avez peut-être déjà vu cette tâche. La première fois qu'on a mesuré cette capacité de résistance cognitive chez l'enfant, on a utilisé une petite tâche qui s'appelle la tâche du marshmallow, qui est la tâche suivante. Vous avez une expérimentatrice qui rentre dans la salle, qui place un marshmallow devant l'enfant et qui lui dit « Tu peux manger le marshmallow maintenant, ou si tu attends, quand je reviens, je t'en donne un deuxième. » Et ensuite, l'expérimentatrice sort de la salle et vous allez regarder le temps entre le moment où vous avez donné le marshmallow à l'enfant et le moment où il va manger le marshmallow, où au maximum, le temps limite, c'est 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous revenez de toute façon dans la salle. Et vous pouvez évidemment jouer sur l'âge de l'enfant, vous pouvez aussi le faire en groupe ou en individuel, et tout l'enjeu, c'est de regarder combien de temps l'enfant est capable de résister. Ça, c'est la première chose. Déjà, est-ce qu'il est capable de résister? Et s'il est capable de résister, combien de temps il est capable de résister? Et puis la deuxième chose, c'est aussi de regarder tous les comportements que va mettre en place l'enfant pour justement arriver à résister à la tentation immédiate pour obtenir une gratification différée plus dans le futur. Donc là, c'est tous les comportements de l'enfant. Un bon comportement, c'est de ne pas regarder la gratification immédiate. Une autre façon, c'est d'une certaine manière, de reconceptualiser ce qu'il y a devant vous. Donc on voit qu'effectivement, il y a un petit effet développemental. Donc la petite fille a plus de mal à se contrôler que le garçon, puisque effectivement, elle est un peu plus jeune que le garçon. Donc lui, il avait bien compris la consigne. Il lui réexplique la consigne. Il lui dit « Tu ne vas pas en avoir deux. Si tu attends, elle va t'en donner un deuxième. Mais là, elle ne va pas t'en donner parce que tu l'as déjà mangé. » Voilà, il dit « Moi, j'ai rien mangé, donc je vais en avoir un deuxième. » Donc il lui suggère de ne pas le montrer et que ça pourrait être une bonne stratégie. Ça, ils en auront deux. Voilà, donc on voit toutes les stratégies qui peuvent se mettre en place pour résister justement à la tentation immédiate. Et on voit que c'est plus ou moins difficile et surtout qu'il y a des différences interindividuelles. Tous les enfants n'ont pas les mêmes capacités finalement à réguler, à se contrôler face à ce stimuli appétitif. Voilà, donc c'est difficile, et puis en plus ça a l'air très bon et ça sent bon en plus. Donc là c'est particulièrement difficile pour lui parce qu'il voit sa sœur manger le marshmallow. Donc là il a mangé un petit bout, donc vous avez arrêté le chrono à ce moment-là. Voilà, donc là il mange et donc vous regardez le temps entre le moment où vous êtes rentré dans la pièce et le moment où l'enfant mange le marshmallow. Donc là, on voit qu'il est toujours en train de se contrôler, mais que c'est difficile de se contrôler. Voilà, une bonne stratégie, c'est de manger le dessous du marshmallow. Et puis parfois, c'est un peu plus compliqué, vous n'avez pas encore fini de donner la consigne, et l'expérience s'arrête parce que l'enfant mange le marshmallow.
Alors évidemment, ça prête à sourire. C'est intéressant parce que c'est une expérience qui a été faite pour la première fois dans les années 60 et qui montrait, contrairement à ce qu'on pouvait penser à cette époque-là, que les enfants sont tout à fait à même de se contrôler. C'est-à-dire que tous les enfants ne mangent pas directement le marshmallow. À 4 ans, vous avez plus de 2/3 des enfants qui sont capables d'attendre avant de manger le marshmallow, et vous en avez 1/3 qui va au bout des 10 minutes. Donc il y a une vraie capacité de l'enfant à se contrôler, même dans des situations qui engagent des stimuli extrêmement appétitifs. D'accord ? Mais il y a évidemment des différences interindividuelles, et il y a évidemment un effet développemental, c'est-à-dire que les enfants de 11 ans réussissent mieux la tâche que les enfants de 4 ans. Okay ? Et évidemment, il y a plein d'autres facteurs qui jouent dans le fait que les enfants vont résister à la tentation immédiate. Typiquement, si l'enfant rentre dans le laboratoire et qu'il voit l'expérimentateur faire un mauvais coup à quelqu'un, à ce moment-là, tous les enfants mangent le marshmallow directement. D'accord ? Il y a évidemment un degré de confiance que vous accordez à l'expérimentateur. Donc, tout ça fait... généralement, c'est le moment où vous avez rigolé. Et puis ensuite, je vous montre la problématique pour nos différents systèmes éducatifs. Je vais surtout parler du système éducatif français. La problématique de notre système éducatif en France, c'est que globalement, notre système éducatif, il est fait pour renforcer les connaissances chez les élèves. Il est fait pour gagner des points de QI. D'accord ? Je caricature, mais en gros, chaque année que vous passez dans le système éducatif français, vous gagnez quelques points de QI. D'accord ? Donc tout l'objectif de notre système éducatif, c'est en gros augmenter la complexité de la pensée de nos étudiants et en insistant sur les savoirs fondamentaux, de telle manière à ce qu'ils augmentent leur quotient intellectuel, parce que c'est ça qui permet d'être adapté dans la vie. En tout cas, c'est la façon dont le système éducatif a été créé. Il y a une étude qui a été très intéressante, qui a été menée au Canada depuis une trentaine d'années, et qui a l'intérêt d'avoir suivi une même cohorte d'enfants sur plus de 30 ans. Donc on prend des enfants, on va mesurer chez ces enfants un certain nombre de facteurs, on va mesurer par exemple leur contrôle de soi, on va mesurer leur quotient intellectuel, et puis on va mesurer le statut socio-économique des familles dont sont issus ces enfants. Et puis ces mêmes enfants, comme c'est une étude longitudinale, on les a suivis en se demandant qu'est-ce qu'ils sont devenus à l'adolescence. Et à l'adolescence, on a pu mesurer un certain nombre de facteurs de risque, par exemple le nombre d'enfants qui s'engagent, qui ont commencé à fumer, à quel âge ils ont commencé à fumer. On a pu regarder le nombre de jeunes filles qui ont eu une grossesse pendant l'adolescence, et puis le nombre d'enfants qui sont sortis du système éducatif, mais on a pu regarder aussi leur réussite scolaire. Puis comme c'est les mêmes enfants qui sont devenus adultes, on peut regarder qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants à l'âge adulte. Et on a pu mesurer un certain nombre d'indicateurs de leur santé physique, leur santé mentale, leur réussite universitaire, leur réussite professionnelle, mais aussi des variables comme le bien-être. Et comme tout ça, c'est le même échantillon, on peut revenir dans le temps. On peut se dire, mais qu'est-ce qui explique les différences interindividuelles observées à l'âge adulte parmi ces 3 facteurs-là ? D'accord ? Donc l'idée, ce n'est pas de regarder la trajectoire d'un individu. On ne va pas prédire la trajectoire d'un individu. Ce n'est pas si je mange le marshmallow, je suis foutu pour le reste de ma vie. C'est simplement de dire à quel point les différences interindividuelles observées sur l'ensemble de ces facteurs devenus adultes peuvent être liées à des différences interindividuelles liées à ces facteurs-là pendant l'enfance. Bon, le facteur le plus prédictif de tout ce dont je viens de vous parler, réussite scolaire, réussite universitaire, santé physique, santé mentale, bien-être, ce n'est pas le quotient intellectuel. Ce n'est pas le niveau socio-économique, même s'il explique une partie de ces différents interindividuels. Ce qui explique le plus, c'est le contrôle de soi. Donc il y a un enjeu pour notre système éducatif, pour tous nos systèmes éducatifs. C'est que peut-être que l'objectif de nos systèmes éducatifs, ça devrait être de voir comment on peut, dans chacun des apprentissages fondamentaux, entraîner le contrôle de soi. Puisque c'est ça, le facteur prédictif de la réussite scolaire et universitaire. Puisque c'est ça, le facteur de la réussite et de la santé physique et mentale devenue adulte. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un enjeu pour vous, pour nous, de savoir comment on arrive à faire ça. Comment on arrive finalement à remettre au centre de nos systèmes éducatifs tout ce qu'on appelle, et on en entend beaucoup parler, les soft skills. Tout ce qui sont de l'ordre des compétences socio-émotionnelles, des compétences plus générales que simplement l'accumulation de connaissances. Parce que, en plus, je rappelle juste que 85% des métiers qu'on connaît aujourd'hui n'existeront pas dans 20 ans. Donc peut-être que le vrai enjeu des compétences qu'on doit transmettre aux enfants, ce n'est pas tant les connaissances du monde actuel, mais c'est leur donner un certain nombre de compétences pour qu'ils puissent acquérir de nouvelles connaissances et pour s'adapter aux changements de plus en plus rapides dans nos sociétés. Mais pour ça, il faut redéfinir l'objectif de nos systèmes éducatifs. C'est ce que fait, par exemple, j'étais à Vancouver il y a quelques mois, en Colombie-Britannique, ils ont pris une position radicale. L'objectif de leur système éducatif,
c'est améliorer les compétences socio-émotionnelles. C'est leur objectif. Et ensuite, ils ont dit aux profs, il faut créer un programme disciplinaire autour de ces questions-là, dans lequel, dans chacune des disciplines, vous pourrez entraîner les compétences socio-émotionnelles. Mais c'est un changement radical. Mais c'est un changement qui, en tout cas, est informé par ce qu'on sait de quels sont les prédicteurs de la réussite professionnelle, scolaire, universitaire, mais aussi de la santé physique et mentale. Donc ça veut dire que c'est aussi préparer les enfants de demain à être adaptés à leur environnement. Alors bon, jusque-là, je vous ai parlé de contrôle de soi. Ce dont je vais vous parler à partir de maintenant, c'est le contrôle plus cognitif. Alors pour vous faire comprendre à quoi ça correspond du contrôle cognitif, je me suis dit que j'allais vous mettre en action, je vais vous faire travailler un peu à partir de maintenant. Donc je vais vous demander tout simplement de participer à une petite expérience avec moi. Je vous donne toutes les consignes, d'accord, comme si on était avec les élèves, donc vous écoutez bien la consigne. En règle générale, ça ne marche pas très bien, hein, vous êtes de mauvais élèves de ce point de vue-là. On va commencer en haut à gauche, on va lire ces mots le plus rapidement possible, sans se tromper, en commençant en haut à gauche, et après on suit le sens de la lecture, donc première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième ligne, cinquième ligne. Ça marche? On le fait à vous. Vous lisez les mots à l'écran dans le sens de la lecture. Ça va pour tout le monde? Ouais? C'est bon? Ok. Vous le dites à haute voix? Ça marche? Et vous attendez mon top. C'est moi qui vous donne le top, et je vous chronomètre. Ça marche? Quand vous avez terminé, quand vous arrivez au bout de la séquence, comme je ne peux pas chronométrer chacune des personnes, vous levez simplement la main et vous gardez la main levée. Et puis quand tout le monde a fini, j'aurai mon chronomètre interne qui vous dira combien de temps vous avez mis. Ça marche pour tout le monde? Ouais, on y va? C'est bon, la consigne est claire pour tout le monde? On y va? Top! Super, ok. Bon, vous avez mis entre 4 et 8 secondes, on va dire une moyenne incroyable sur cette première planche de 6 secondes. Bon, là, on est tous d'accord, il n'y a pas eu de résister à un automatisme. La lecture, c'est relativement automatisé chez vous. Généralement, vous avez automatisé l'association graphophonémique, vous faites une reconnaissance globale du mot, et vous arrivez, d'une certaine manière, à décoder l'information sémantique portée par chacun de ces mots. On passe à la planche expérimentale, où il va falloir résister un peu. Donc là, le principe, c'est que je ne vais pas vous demander de lire les mots, je vais vous demander d'identifier la couleur de l'encre dans laquelle j'ai écrit chacun de ces mots. Donc pour le premier, vous allez me dire. Pour le deuxième. Ça marche pour tout le monde? Non, 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 on s'arrête. Je vois bien qu'on essaye d'éviter que je vous chronomètre. Donc on va commencer en haut à gauche, on va finir en bas à droite. On va le faire le plus rapidement possible, sans se tromper, et surtout on ne repasse pas sur la lecture au bout de 3 items parce que c'est difficile. D'accord? Ça marche là-dessus? Sens de la lecture, c'est bon pour tout le monde le sens de la lecture? Normalement c'est relativement automatisé. On commence en haut à gauche, finir en bas à droite, on fait ligne par ligne. C'est bon? Ok. Je vous donne le top départ, pareil on le fait à haute voix, quand vous avez terminé vous levez la main. C'est bon? Ok, top! Super, bravo. Donc en gros, vous avez mis 2 à 3 fois plus de temps. Hein, et ça vous permet simplement d'expérimenter un peu qu'est-ce que ça veut dire pour notre cerveau d'être dans une situation de conflit cognitif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un conflit entre l'information sémantique portée par le mot et l'information sémantique portée par la couleur de l'encre. Ça crée un conflit au sein de votre cerveau, et pour résoudre ce conflit, vous avez besoin de votre cortex préfrontal pour, d'une certaine manière, dire « Ok, l'information sémantique par le mot, je dois y résister pour pouvoir activer l'information sémantique ou pour pouvoir produire la réponse qui est relative à la couleur de l'encre. » Ça paraît relativement aisé dans ce type de contexte et c'est typiquement des situations que vous utilisez parfois en classe. Toutes les situations d'évaluation, en tout cas en France, dans lesquelles on utilise un problème piège, vous mettez vos élèves dans cette situation-là. Donc la question c'est, quelles compétences vous évaluez chez vos élèves? Vous évaluez leurs compétences logiques ou vous évaluez leurs compétences à sortir d'un automatisme? Et donc c'est un vrai enjeu pour votre évaluation de façon générale. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, parfois, on met nos élèves, on met nos étudiants, je fais exactement la même chose, on les met dans des situations de conflit cognitif. Alors là, ça vous paraît un peu éloigné, vous êtes en train de dire, bon, il nous raconte tout ça, mais est-ce que réellement tout ça a une
se transforme et est réellement quelque chose qu'on peut trouver dans la classe. Donc je suis désolé, je continue à vous embêter un peu. Et puis après, je vais arrêter de vous embêter. Je vais vous faire travailler comme si vous étiez des élèves et que je vous mettais devant un problème de raisonnement extrêmement simple. Problème arithmétique à contenu verbal. Normalement, en tout cas en France, c'est CM1, CM2, donc c'est vers 9-10 ans qu'on aborde cette notion. Et je vais vous demander de résoudre très rapidement ce problème, d'accord? Puisque vous êtes au stade des opérations formelles, vous raisonnez de façon logique, vous êtes très rapide, vous avez complètement automatisé ce type de résolution de problème. Donc je vous donne le problème, et l'enjeu c'est de répondre vite, ok? Je vous mets un peu dans une situation particulière, généralement on ne fait pas forcément ça dans une situation scolaire, mais je vous demande d'essayer de répondre rapidement, vous verrez qu'il est relativement évident le problème. Ça marche pour tout le monde? Ouais? On y va? Une tablette et son étui coûtent 240 €, la tablette coûte 200 € de plus que l'étui, combien coûte l'étui? Vous me dites? Vous ne voulez déjà plus jouer avec moi. Généralement, vous jouez avec moi juste pendant une toute petite période de temps, puis après, vous ne voulez pas. Bon, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est 40 €. Tous, on pense tous à 40 €. Ou même, il y en a certains d'entre vous, je sais qu'ils n'y pensent pas, mais c'est parce que vous avez pu être en contact avec ce type de problème de façon un peu répétée. Ce n'est pas la bonne réponse, 40 €. La bonne réponse, c'est 20 €. Je sais qu'en plus, vous n'êtes pas convaincu de ce que je viens de vous dire. Donc on va partir de l'erreur, ça marche? Donc si l'étui coûtait 40 €, comme la tablette coûte 200 € de plus, 240 plus 40, ça fait 280. Donc ça ne marche pas. Si c'est 20 €, si l'étui coûte 20 €, la tablette coûtant 200 € de plus, 220 plus 20 €, ça fait bien 240 €. Ça marche pour tout le monde? Bon, c'est peut-être parce que j'ai utilisé des euros. Si j'avais utilisé des dollars canadiens, je suis sûr que ça ne serait pas trouvé. Bon, typiquement, ici, j'ai joué sur un de vos automatismes, qui est un automatisme qui est très fortement ancré chez vous. C'est-à-dire que quand vous entendez plus que, vous vous dites, c'est simple. Plus que, je vais faire une soustraction et je devrais trouver la bonne solution au problème. D'accord? Et on voit bien que c'est contextuel, parce que si je vous dis qu'une banane et un ananas coûtent 2,90 €, l'ananas coûte 2 €, combien coûte la banane? Vous me dites? Il n'y a pas de piège. C'est 90 centimes la bonne réponse. Donc ça vous montre aussi quelque chose. Ça veut dire que, et ça vous le savez, la façon dont on va présenter les items dans une évaluation, si je commence par un problème piège, je peux avoir une incidence directe sur le problème non piège. Parfois, l'élève va avoir du mal à mobiliser une compétence simplement parce qu'on l'a mis d'abord dans une situation piège. D'accord? C'est un peu la même chose que ce que j'ai fait avec vous là. D'accord? Ok? Donc encore une fois, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est pas ce qu'on utilise en classe. J'ai pas de problème, j'ai ça en stock. Pierre a 20 billes, il en a 5 de plus que Paul. Combien de billes a Paul? Ça, en tout cas, en France, c'est le cœur, c'est dans le socle des compétences à aborder et que l'élève doit arriver à résoudre ce type de problème à la fin de l'école primaire, donc vers 10-11 ans. Okay? Ici, pour vous, c'est parfaitement évident. On est d'accord? Paul a donc combien de billes? 15, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Pour vos élèves, ce n'est pas du tout évident. Eux, ils auront plutôt tendance systématiquement à répondre 25 dans un premier temps. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, on a associé très fortement le plus à l'addition, à l'opération arithmétique idoine, et que pour son cerveau à lui, c'est extrêmement difficile de sortir de cette association plus égale addition, moins égale soustraction. Puisque jusque-là, ça marchait. Donc c'était un automatisme qui était extrêmement adaptatif, je l'utilisais dans tous les contextes, ça semblait marcher, et puis c'est la première fois que je rencontre un contexte dans lequel ça ne fonctionne plus. Et donc tout l'enjeu pour le cerveau de l'enfant, c'est justement d'apprendre à être flexible, de trouver un autre chemin, en arrivant précisément à bloquer l'automatisme. Si j'entends plus, je fais une addition, si j'entends moins, je fais une soustraction, pour aller chercher une stratégie plus réflexive qui tient à se dire, bon alors, est-ce que c'est Paul ou Pierre qui a le plus de billes? En fonction, une fois que j'ai déterminé ça, je peux déterminer l'opération arithmétique à effectuer. Okay? Et on voit bien que ce n'est pas un problème de compétence logique. Si vous changez la formulation du problème, si vous dites Marie a 10 billes, Julie en a 10 de plus que Marie, combien de billes a Julie? À ce moment-là, il ne se trompe pas. Parce qu'il y a une congruence entre le terme que vous utilisez dans le problème et l'opération arithmétique à effectuer. Jusque-là, je suis même sûr que je ne vous apprends pas grand-chose. Vous aviez déjà fait cette analyse. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est qu'est-ce qui vous a amené à vous tromper ici? Ce qui vous amène à vous tromper ici, c'est l'automatisme que vous avez créé en apprenant à résoudre ce type de problème. Au bout d'un moment, vous vous êtes dit, bon, attendez, ce type de problème, c'est hyper coûteux de savoir est-ce que c'est Pierre ou Paul qui a le plus de billes. Finalement, le plus simple, c'est dès que j'entends moins que, je fais une addition. Dès que j'entends plus que, je fais une soustraction. Et ça marche super bien. Ouais, ça marche super bien. Donc vous l'automatisez extrêmement fortement.
Et plus tard, dans votre scolarité, ça vous amènera à vous tromper de façon systématique dans un certain nombre de problèmes de raisonnement. Et donc ça veut dire aussi que le type de pédagogie à proposer pour sortir de ces erreurs dans ce contexte-là, elle n'est peut-être pas forcément la même que dans ce contexte-là. Et des fois, on a un peu, je dirais, le biais de se dire bah, il suffit de réexpliquer la règle pour que l'enfant réussisse. Ben non. Parce que là, le problème, ce n'est pas la règle logique. D'une certaine manière, il la connaît, la règle logique. Il sait faire des additions et des soustractions. La difficulté particulière qu'il a, c'est de résister à un automatisme dans ce contexte-là. Et donc, ici, il faut en passer, on en a un peu parlé hier, par des approches métacognitives. Il faut expliquer à l'enfant quelle est la stratégie et quel est l'automatisme qui l'amène à se tromper de façon systématique là. Et tout ce qu'on a fait au laboratoire depuis une dizaine d'années, ça démontre ça. Réexpliquer la règle dans ce contexte-là, ça ne fonctionne pas, ça n'a aucun effet, ça ne produit aucun changement cognitif. Parce qu'encore une fois, la règle, il la connaît. La compétence logique, il l'a. Ce qu'il n'a pas, c'est cette capacité à un moment à sortir de cet automatisme, c'est-à-dire à mobiliser son cortex préfrontal pour inhiber, résister à l'automatisme pour pouvoir activer son raisonnement logique. Et donc pour ça, il faut inventer, je dirais, une approche didactique, une approche pédagogique. Mais là, d'une certaine manière, d'habitude je commence comme ça parce qu'il y a plus de résistance en France à l'application des neurosciences dans la pédagogie. La première chose que je vous dis toujours, c'est que moi je ne suis pas pédagogue. Moi, la seule chose que je sais faire, d'une certaine manière, et que je connais, c'est quelles sont les lois de l'apprentissage dans le cerveau humain. C'est vous les spécialistes de la pédagogie, c'est vous les experts de la pédagogie. Donc l'idée c'est apprendre à communiquer ensemble, apprendre à avoir le même langage, à partager une culture commune pour pouvoir ensuite, dans une approche relativement horizontale entre la classe et le laboratoire, faire progresser les pédagogies. Mais moi, j'ai pas de... Si à la fin, vous me posez tous des questions en me disant « c'est quoi la pédagogie qu'il faut que j'utilise ?», ma réponse sera systématiquement « je ne sais pas ». C'est votre job, c'est votre expertise. Moi, j'essaie juste de vous dire « voilà ce qui pourrait expliquer d'une certaine manière les difficultés observées dans vos classes ». C'est ça mon rôle, d'une certaine manière. C'est vous dire « voilà le processus qui pourrait être le processus qui est difficile pour un élève dans ce contexte-là ». Bon, je suis un peu en retard, mais pas trop, pour l'instant. Ça va, Geneviève ? Oui, contrôle. Une chose qu'on peut faire dans un laboratoire comme le mien, enfin comme le nôtre, c'est de se poser la question, de se dire quel type de pédagogie fonctionnerait le mieux. Mais encore une fois, ce n'est pas comme dans un contexte de classe. Ce qu'on fait, nous, ce n'est pas prendre 30 élèves dans une classe et essayer différents types de méthodes pédagogiques. Ce qu'on fait, nous, c'est, dans un laboratoire, en individuel, proposer différents types d'interventions pour voir quelle est celle qui semble fonctionner le mieux. Mais encore une fois, je ne sais pas si ça se transfère nécessairement dans une classe. Une classe, c'est un système extrêmement complexe, fait de hiérarchie sociale, fait de complexité plus grande et de diversité plus grande. D'accord ? Donc encore une fois, tout ce que je vous dis là, c'est des trucs, des idées dont vous pouvez vous saisir ensuite pour vous dire, tiens, peut-être que je peux essayer d'expérimenter ça dans ma classe, et est-ce que ça peut marcher, ou est-ce que ça fonctionnera, ou pas. J'ai voulu gagner un peu de temps, donc je ne vous présente pas le type de biais de raisonnement sur lequel on a travaillé. Mais sachez que c'est des biais de raisonnement qui ressemblent un peu aux problèmes de raisonnement que je vous ai présentés sur la tablette et les étuis. Ici, c'est sur les règles conditionnelles du type si, alors. Donc toutes les règles qu'on utilise en règle générale en sciences. Si, alors, voilà ce qui devrait se trouver. Et en fait, il y a des difficultés systématiques pour notre cerveau, dans certains contextes, à pouvoir raisonner sur ces règles conditionnelles. Quand je dis il y a des difficultés pour notre cerveau, 90% des gens se trompent dans ce type de contexte. Okay ? Ce qu'on fait, c'est que avant et après intervention, on propose le même problème. D'accord ? Donc ce n'est pas exactement le même problème, c'est plein de versions du même problème. Okay ? Et puis entre les deux temps de l'étude, ce qu'on a demandé aux apprenants, c'est on a créé deux groupes d'apprenants. Un groupe d'apprenants dans lequel on fait exactement ce que je vous ai dit qu'on pourrait faire, ou qu'on a tendance à faire parfois sur la résolution des problèmes arithmétiques. On leur a simplement expliqué comment on falsifiait, comment on vérifiait des règles conditionnelles. Donc en gros, on leur a appris la table de vérité des Grecs. D'accord ? Antécédent vrai, conséquent faux, antécédent faux, conséquent vrai, et ainsi de suite. D'accord ? Ça marche ? Pas plus complexe que ça. Un peu plus complexe que ça, mais c'est à peu près ce qu'on a fait. Versus une approche plus métacognitive, dans laquelle on leur a dit, en fait, vous vous trompez dans cette situation-là, parce que vous utilisez les énoncés, les informations qui sont énoncées dans le problème. Et ça, c'est votre automatisme. Donc ça, c'est la réponse produite par l'automatisme. Et donc, on a un matériel didactique qui est extrêmement minimal, qui s'appelle un attrape-piège, dans lequel on leur dit, ça, c'est la réponse produite par l'automatisme, on va résister à cette réponse, on va inhiber cette réponse, et on modélise ce processus d'inhibition par ces hachures sous une feuille transparente. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on leur explique
le principe logique de vérification et de falsification des règles conditionnelles, et on cherche avec eux la bonne réponse. Donc il y a juste une petite couche supplémentaire, qui est une couche métacognitive, dans laquelle il y a aussi une manipulation d'un attrape-piège qui modélise ce processus d'inhibition. Okay, et puis on regarde dans lequel des deux groupes il y a le plus de progrès cognitif. Ça, c'est avant-apprentissage, ça, c'est après-apprentissage. Ça, c'est le nombre d'élèves qui donnent la bonne réponse. Donc en bleu foncé, c'est le nombre d'élèves qui donnent la bonne réponse avant apprentissage. Ça, c'est dans le groupe qui va avoir un apprentissage logique, et ça, c'est dans le groupe qui recevra ensuite un apprentissage métacognitif. Okay, donc nos deux groupes sont strictement identiques, mais on les a créés pour qu'ils soient strictement identiques. Le seul groupe dans lequel on a quelques individus qui passent d'une réponse biaisée à une réponse logique, c'est dans le groupe métacognitif. Dans l'autre groupe, il n'y a aucun individu, aucun élève qui passe de la réponse biaisée à la réponse logique. Donc répéter la règle, ça n'a pas d'effet dans ce contexte-là. Et dans la majorité des biais de raisonnement, ça n'a pas d'effet. Et dans la majorité des problèmes pièges, ça n'a pas d'effet de réexpliquer la règle. Ou ça a des effets qui sont limités dans le temps. Donc il y a un vrai enjeu à penser une pédagogie basée sur faire prendre conscience aux apprenants des stratégies qui le poussent à l'erreur et de voir comment il peut contrôler ces stratégies ou ces automatismes qui sont délétères dans ce contexte-là. Ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on a fait c'est l'ancêtre de l'IRM, c'est la tomographie par émission de positrons. Ça, c'est avant apprentissage, ça, c'est après apprentissage. Une intervention de 30 minutes suffit à entraîner de la neuroplasticité massive dans le cerveau. Si vous choisissez la bonne intervention pédagogique, vous entraînez des progrès cognitifs qui sont sous-tendus par une neuroplasticité massive dans le cerveau. Je ne vais pas y passer 2 heures, mais c'est simplement pour vous dire qu'on peut voir avec l'IRM, l'imagerie, qu'il y a une neuroplasticité fonctionnelle qui s'opère au cours de ces apprentissages, même sur des temps extrêmement courts, à l'échelle de 30 minutes. Et c'est simplement pour vous dire, je vais y passer très rapidement, parce que sinon je vais vraiment me faire taper sur les doigts par Geneviève. C'est simplement quand on a réanalysé les données, tout d'un coup on s'est rendu compte d'une chose, c'est que l'effet d'apprentissage, il était en partie sous-tendu par une région du cerveau qui est impliquée dans tout ce qui est relatif à nos sentiments, à nos feelings. Et c'est paradoxal, puisque généralement on oppose émotion et raison, comme si à partir du moment où les processus émotionnels étaient impliqués, forcément ça nous faisait déraisonner. Et ce qu'on montre ici, c'est que non. Ici, dans les approches métacognitives, parfois, l'émotion est un vecteur extrêmement puissant des apprentissages. Et ce n'est pas très sûr. C'est pas très surprenant si on y pense. Finalement, quand on fait une erreur, on a une émotion liée à cette erreur. Finalement, retrouver en mémoire l'émotion causée par l'erreur, c'est un vecteur extrêmement puissant d'apprendre à résister à cet automatisme dans un contexte donné pour pouvoir changer de stratégie. Donc, les émotions, elles sont au cœur des apprentissages. Et elles ne sont pas que des émotions qui viennent contrecarrer les apprentissages. Il faut dépasser cette espèce de mythe, justement, que les émotions court-circuitent notre système de raisonnement. Les émotions, elles sont au cœur de notre système de raisonnement. Et parfois, elles guident même la correction des erreurs dans le cerveau humain. Et ça, c'est pour parler simplement des émotions relativement simples. Si on s'intéresse à des émotions, et c'est ce qu'on fait au laboratoire, plus contrefactuelles, comme le regret et le soulagement et l'anticipation du regret et du soulagement, c'est des vecteurs extrêmement puissants du contrôle des automatismes dans le cerveau humain. Si j'anticipe le regret que je pourrais avoir à choisir cette stratégie par rapport à une autre, d'une certaine manière, je commence déjà à engager un contrôle de ces automatismes. Donc il y a aussi cette notion de se dire comment on peut faire prendre conscience de ces émotions contrefactuelles comme guidage, finalement, de la correction des erreurs dans le cerveau humain. Alors, je ne vais pas avoir le temps de vous parler de tout ça, mais c'était juste pour vous dire, émotion, raison, n'essayez de ne pas les opposer systématiquement. Elles sont importantes, mais je vais peut-être passer rapidement là-dessus, parce que je suis sûr que Iroir vous en parlera demain. C'est simplement l'idée que quand on parle de résistance cognitive, quand on parle d'inhibition, en fait, il y a plein de sous-types d'inhibition. Cette inhibition, elle paraît un peu comme ça monolithique, cette résistance cognitive, mais cette résistance cognitive, elle peut s'exprimer dans différents contextes, des contextes plutôt froids, qui n'impliquent pas d'émotion, et des contextes plutôt chauds, qui impliquent justement une régulation émotionnelle. Et donc, on peut, vous rappelez la petite tâche des couleurs que je vous ai fait faire tout à l'heure? Ici, c'est la condition congruente, c'est rouge écrit en rouge, donc là, il n'y a pas d'automatisme à contrôler. Ici, c'est rouge, bleu écrit en rouge, ici, il y a à contrôler un automatisme. D'accord? Je fais un très conflit. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une tâche strictement isomorphe dans le domaine émotionnel. Donc, vous avez un visage qui a une émotion,
Et vous devez déterminer quelle est l'émotion de ce visage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en dessous de ce visage, soit on met un mot qui, d'un point de vue émotionnel, est congruent avec l'émotion que vous voyez, soit on met un mot qui est incongruent avec l'émotion que vous voyez. D'accord? Et la question qu'on s'est simplement posée, c'est, on s'est dit, mais est-ce que le développement de cette capacité à contrôler des automatismes dans un domaine purement cognitif, froid, ou dans un domaine plus chaud, est-ce qu'il est strictement le même de l'enfance à l'âge adulte? La réponse est non. Notre inhibition dans un contexte froid, elle se développe de façon relativement linéaire. En gros, plus vous êtes âgé, plus cette capacité à contrôler des automatismes dans un contexte froid semble se développer, l'efficience augmente avec l'âge. Dans le domaine du contrôle émotionnel, et ça vous ne serez pas très surpris de ça, et Héroïse va reprendre, je suis sûr, ça demain, il y a un moment un peu particulier dans nos capacités de contrôle émotionnel qui est l'adolescence. Et donc l'adolescence, c'est une période extrêmement importante. C'est une période importante aussi parce qu'on a un deuxième grand biais quand on pense le développement cognitif et neurocognitif de l'enfance, c'est qu'on pense essentiellement la petite enfance comme un moment de sensibilité extrême à l'environnement. L'adolescence, c'est aussi une période de sensibilité extrême à l'environnement, mais un autre type d'environnement, un environnement socio-émotionnel notamment. On voit que le contexte social joue beaucoup plus à l'adolescence qu'à d'autres périodes de la vie. Bon, je vais essayer de vous parler un peu de la façon dont on travaille dans les 20 minutes qui suivent. Je vais essayer de vous montrer un peu comment on a travaillé depuis une vingtaine d'années avec le monde de l'éducation en France. Il y a une quinzaine d'années, le laboratoire que je dirige maintenant, mais qui était avant dirigé par Olivier Houdet, a mis en place des groupes formation-action. Donc les groupes formation-action, sur notamment l'Académie de Caen, avaient été créés pour permettre à certains professeurs, à certains enseignants, d'être sortis à un moment de leur temps classe pour venir travailler avec nous au laboratoire. Et nous, d'aller travailler dans les classes. C'est-à-dire, en gros, de s'acculturer mutuellement à ce qui pouvait la réalité d'une classe, pour nous, et la réalité pour les enseignants, de comprendre quelle était la réalité d'un chercheur dans son laboratoire. Et donc, on a commencé finalement à créer réellement un pont, un dialogue entre la classe et le laboratoire, et dans je dirais dans un sens pas simplement du laboratoire vers la classe, mais aussi beaucoup du laboratoire, de la classe vers le laboratoire. Et vous verrez que quasiment maintenant 20 à 25% de toutes les publications qui sortent du laboratoire viennent d'observations faites par les professeurs sur des erreurs systématiques commises par leurs élèves dans leur classe. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que d'une certaine manière, on reconnaît l'expertise des professeurs à pouvoir effectivement analyser les comportements dans leur classe. Ils nous disent, mais tiens, moi j'ai l'impression que dans ce contexte particulier, par exemple la résolution de problèmes arithmétiques à contenus verbaux, il y a des difficultés systématiques chez l'enfant tout venant. Et nous ensuite on revient au laboratoire et on essaye de faire de la recherche fondamentale sur ces questions pour dire, peut-être que c'est ce processus-là qui semble être difficile pour l'enfant à acquérir dans ce contexte-là. Et donc on revient ensuite vers les enseignants en leur disant, voilà ce qu'on a observé. On ne leur dit pas, voilà ce qu'il faut utiliser comme pédagogie, mais on leur dit, voilà ce qu'on a observé, et peut-être que vous pouvez penser, je dirais, une intervention pédagogique sur cette base-là. C'est par exemple, vous avez entendu hier parler du Conseil scientifique de l'éducation nationale en France, c'est typiquement pour ça que je n'y siège pas et qu'Olivier Houdet n'y siège pas, parce que justement, on n'a pas une vision top-down verticale de la façon dont on devrait travailler avec les profs. Sauf que le ministère de l'Éducation nationale en France a une vision relativement top-down des choses. C'est pour ça que nous n'y sommes pas. Et alors, autant vous dire que le groupe Métacognition, vu les gens qui y siègent, il n'en sortira jamais rien. Comme ça, c'est dit, hein, je préfère dire les choses. Bon, c'est pas grave, hein, je suis loin, et puis de toute façon, je le dis même en France. Donc, Bon, je vais vous montrer comment, d'un point de vue diagnostique, on peut mettre en évidence qu'il faut résister à un automatisme dans une situation scolaire particulière. Donc, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on crée en fait un paradigme autour d'une situation scolaire. D'accord ? Et on essaie de montrer que dans cette situation scolaire, il faut résister à un automatisme. Et le paradigme qu'on utilise, c'est un paradigme qui s'appelle l'amorçage négatif, et dont je vais essayer de vous expliquer le principe, d'accord, de façon très rapide. On va revenir sur mes petits mots de couleur, là, écrits de couleurs différentes. Ça marche ? Bleu écrit en rouge. On va prendre une situation qui est complètement triviale. Hein. Mon hypothèse, ça va être de dire, mais pour pouvoir dire rouge ici, ce que votre cerveau doit apprendre à faire, c'est à inhiber, à résister à bleu. Ça paraît trivial, là, ça paraît évident. Mais imaginez, dans une situation scolaire, ce n'est pas forcément évident d'arriver à faire ça. Okay ? Et le principe, c'est de faire passer très rapidement l'élève d'un problème piège à un problème non piège. Et typiquement, de regarder le lien entre le problème piège et le problème non piège. Donc ce que je fais, c'est que je demande à quelqu'un
de bloquer un automatisme, et juste après, je lui demande de réactiver cet automatisme. D'accord? Donc en gros, je lui présente bleu écrit en rouge, et juste après, je lui présente jaune écrit en bleu. D'accord? Donc là, il faut réactiver l'automatisme que je viens juste de bloquer. Et donc si je monte, ça c'est ma condition test, et je la compare à une condition contrôle qui est strictement équivalente, ce que je vais comparer, c'est les performances sur le deuxième item de la paire. Ce qui change, c'est juste ce que j'ai présenté avant. Ici, c'est rouge écrit en rouge, il n'y a pas de lien entre ce que j'ai présenté avant et ce que je présente après. D'accord? Donc si mes élèves ou mes participants mettent un tout petit peu plus de temps dans cette condition-là que dans cette condition-là, d'accord, ça veut dire, ça reflète le coût cognitif lié à la levée de l'inhibition, et donc ça me permet de dire, cet item, il nécessite bien de résister à quelque chose. D'accord? C'est la façon dont on a travaillé. On part de ça, et ensuite, on l'a adapté à toutes les situations scolaires sur lesquelles on avait été alerté par les profs. Donc, par exemple, on a travaillé sur la comparaison des fractions à numérateur commun. Vous savez que vos élèves ont tendance à dire que 7 quarts, c'est plus grand que 7 tiers. Parce qu'en fait, ils comparent les composants de la fraction. Comme 4, c'est plus grand que 3, nécessairement, 7 quarts, c'est plus grand que 7 tiers. Et ça vient typiquement du fait qu'on a appris les propriétés des nombres entiers et qu'on transfère sur la comparaison de fractions. Donc ce à quoi il faut résister ici, c'est un apprentissage antérieur. J'apprends les nombres entiers et je fais un transfert négatif vers les nombres rationnels. Donc ici, il faut résister effectivement à comparer les composants de la fraction. Donc ce que je fais, c'est que ça, c'est l'item où j'essaye de démontrer qu'effectivement, pour pouvoir réussir cet item, il faut résister à comparer les dénominateurs. D'accord ? Et juste après, je les mets dans la situation précisément où cette stratégie marche très bien. 8 tiers, 5 tiers, vous comparez les composants de la fraction et vous trouvez la bonne réponse. D'accord ? Donc ce que je fais, c'est que je passe du problème piège au problème non piège. Et dans la condition contrôle, je présente aussi un problème non piège, mais qui est précédé par une situation dans laquelle il faut réellement comparer les deux fractions, c'est-à-dire dans laquelle aucun des composants ne sont en commun. D'accord ? Et si les élèves mettent un peu plus de temps dans la condition test que dans la condition contrôle, encore une fois, pour comparer les problèmes dans la condition des problèmes non pièges, ça montre bien que ce problème piège nécessite de bloquer un automatisme. Ici, comparer les composants de la fraction. Ça marche ? Okay ? Ça, c'est purement diagnostique, ce n'est pas interventionnel. C'est une façon, pour moi, expérimentalement, de montrer qu'il faut bien résister à un automatisme dans ce contexte-là. Okay ? Bon, c'est vrai chez les adultes, c'est vrai chez les adolescents. Ils mettent un tout petit peu plus de temps pour comparer des fractions qui ont des dénominateurs communs quand ils sont précédés par des fractions qui ont des numérateurs communs. Okay ? Et donc ça nous permet de dire que comparer des fractions avec des numérateurs communs, ça nécessite bien de résister à un automatisme. Okay ? Ici, comparer, utiliser la suite numérique pour trouver la bonne réponse. Alors ce qui est génial, c'est qu'on a un conseil scientifique de l'éducation nationale, soi-disant pour que les sciences cognitives rentrent dans la classe, et la grande réforme des mathématiques en France, c'est de ne faire travailler les élèves que sur les fractions qui ont des dénominateurs communs. Super. Ça va être génial. C'est-à-dire que le jour où on va introduire ce type de fraction, vous aurez bien renforcé l'automatisme, parce que le cerveau aura bien compris qu'effectivement, le plus simple, c'est de comparer les composants de la fraction, et ensuite, vous allez lâcher les élèves dans une situation où, précisément, ça va être extrêmement difficile de résister à ces automatismes. Bon courage. On a essayé d'appliquer tout ce que je vous ai montré sur les problèmes raisonnement, on a essayé de le faire, par exemple, sur la comparaison des fractions. Donc on a demandé à des élèves de comparer des fractions, d'accord, et notamment des fractions qui ont des numérateurs communs. Ensuite, on a créé 2 groupes d'apprenants. Encore une fois, on les voit en individuel, je ne sais pas si ça marche en groupe, donc je apprends avec toutes les pincettes d'usage, d'accord. Et on a fait soit une intervention métacognitive, soit une intervention plus classique. Alors, ce n'était pas que ça. L'intervention, on a joué sur la comparaison des proportionnalités, on a fait mettre les fractions sur une ligne numérique, mais en gros, on a fait un cours classique sur la comparaison des fractions, sur la magnitude des fractions. Je vais juste m'intéresser à ces 2 grosses cases-là. D'accord ? On laisse tomber le reste. Ça, c'est les problèmes où les fractions ont des numérateurs communs. En gris foncé, c'est l'apprentissage logique. En gris clair, c'est l'apprentissage métacognitif. Ça, c'est avant apprentissage. Ça, c'est après apprentissage. Apprentissage métacognitif produit plus de changements cognitifs. Ça produit aussi, quand vous faites un cours sur les fractions, vous avez quand même un effet. D'accord ? Ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que si vous regardez dans le temps, si vous faites un post-test différé, pas juste après le cours, ce groupe-là, il revient ici. Le groupe métacognitif, il reste là-haut. Donc il y a un vrai enjeu à passer par l'apprentissage métacognitif. Ce n'est pas simplement juste après, mais c'est aussi dans le temps.
On a travaillé, donc ça c'est les petites photos que vous voyez là, c'est tous les étudiants de thèse que j'ai encadrés, parce que tout ça, moi je suis juste le porte-parole d'un collectif humain qui fait toutes ces choses-là. Moi, je ne suis jamais celui qui vient vous les présenter. On a travaillé sur la comparaison, vous savez, des nombres décimaux, 4,7, 4,642, avec les enfants qui considèrent que 4,642 c'est plus grand que 4,7. Pareil, ils utilisent des propriétés de nombres entiers qu'ils appliquent aux nombres décimaux. Plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand, sauf que ça ne marche pas dans ce contexte-là. D'accord ? Donc ici aussi, on a mis en évidence que pour pouvoir comparer des nombres décimaux dans ce contexte-là, ça nécessite de résister aux propriétés des nombres entiers. Alors ce qui est génial avec les nombres décimaux, c'est que ce n'est pas le seul problème sur les nombres décimaux. Il y a un autre problème, c'est que dans ce contexte-là, le nombre le plus petit, c'est aussi le nombre le plus lent à l'écran. Le plus long à l'écran. Donc il y a deux automatismes pour les nombres décimaux. Il y a un automatisme très formel, plus il y a de chiffres, plus le nombre est grand, mais il y a un deuxième automatisme qui est plus le nombre est long, plus il est grand. Et ce qu'on a montré, c'est qu'il y a deux choses auxquelles il faut résister quand on compare des nombres décimaux dans ce contexte-là. C'est non seulement les propriétés des nombres entiers, mais aussi les propriétés de la longueur de chacun de ces nombres. Donc on fait la manip est un peu bizarre, on demande aux enfants de comparer des nombres décimaux, et juste après on leur demande de comparer des lignes de longueur différentes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effet du type de nombre décimaux qu'on a présenté avant la présentation des lignes. Donc pareil, cet effet d'amorçage négatif. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux automatismes, ils n'ont pas la même prévalence chez l'enfant, l'adolescent et chez l'adulte. Nous, adultes, quand on compare des nombres décimaux dans le contexte que je vous ai présenté, en gros, la seule chose qui vient interférer avec notre comparaison, c'est les propriétés des nombres entiers. En fait, la longueur ne joue plus dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas le cas chez l'enfant et ce n'est pas le cas chez les adolescents. Chez les adolescents, ils ont les deux automatismes qui viennent interférer avec la comparaison des nombres décimaux. Donc ça veut dire que l'approche métacognitive, elle peut être différente et différenciée chez l'enfant, chez l'adolescent et chez l'adulte. Chez l'adulte, il faut surtout insister sur les problématiques liées au biais des nombres entiers du nombre entier sur la comparaison des nombres rationnels. Chez l'enfant et chez l'adolescent, il y a aussi cette problématique plus générale de la longueur. Alors, c'est juste le début avec les nombres décimaux. Je vous rappelle aussi que les nombres décimaux, ça marche complètement à l'inverse que les nombres entiers. Dans les nombres entiers, on a dizaines, centaines, milliers. Dans les nombres décimaux, vous repartez exactement dans l'autre sens. Et en plus, c'est dans le sens inverse de lecture du nombre. Donc, autant vous dire qu'il y a d'autres heuristiques et d'autres automatismes que je ne vous ai pas présentés dans ce domaine-là. Les problèmes arithmétiques à contenu verbaux, je l'ai déjà abordé, donc je ne vais pas m'arrêter là-dessus. On a travaillé avec Laurie Marlène, qui est au fond, et avec Emmanuel, quand il est venu faire son stage ici, sur la flotte, puis avec Patrice, avec Steve, avec tous les gens ici, on a travaillé sur la comparaison de la flottabilité des objets, avec l'idée que la conception et la conception naïve des enfants, c'est que les gros objets, ça coule plus que les petits objets. Je simplifie, c'est un peu plus complexe que ça. Il y a les objets les plus lourds coulent plus que les objets les plus légers, mais il y a aussi, plus l'objet est gros, plus il va couler. Et ici aussi, on a montré que pour pouvoir comparer ce type de la flottabilité de ces objets, en ne négligeant pas la masse volumique de l'objet, il fallait résister à cette conception naïve. Et c'est vrai à tous les âges, et indépendamment de votre niveau d'éducation, c'est vrai chez les enfants de primaire, chez les enfants de secondaire et chez les étudiants à l'université. D'accord ? Et puis on est en train de finir un autre papier avec Laurie Marlène, avec Jérémy et avec Emmanuel sur les problématiques liées à mobilité et immobilité. Donc vous savez qu'ici, je dirais la conception naïve, c'est que les objets mobiles sont vivants et les objets immobiles sont non vivants. Donc ça c'est plutôt chez les petits. D'accord ? Ça marche ? Et donc ici aussi, en fait, cette conception naïve, elle perdure chez tout le monde. C'est-à-dire que ces conceptions naïves qu'on a sur l'ensemble des phénomènes qui nous entourent dans notre monde physique, elles ne disparaissent pas. Donc cette idée qu'il y a un changement conceptuel et qu'on remplace la conception naïve par la conception scientifique chez les apprenants, ça ne tient pas. En fait, les deux conceptions, elles restent dans le cerveau des apprenants. Et donc l'une peut interférer avec l'autre en fonction du contexte, notamment dans des contextes dans lesquels vous avez une interférence entre la réponse produite par la conception naïve et la réponse produite par la conception scientifique. Et c'est vrai à tous les âges de la vie. C'est-à-dire qu'on continue à être surpris qu'un gros paquebot, ça flotte. On se dit tous, non, normalement ça devrait couler. Même si on connaît le principe de la poussée d'Archimède et tout ça. On a aussi travaillé, ça c'était avec Céline, qui vous a présenté hier le petit manuel. On a travaillé avant, elle était au laboratoire. Elle a juste oublié parfois la mémoire
est difficile à consolider. Elle a oublié qu'elle a travaillé très longtemps dans notre laboratoire et qu'elle a travaillé avec nous notamment sur toutes ces questions-là, et notamment sur la comparaison et des erreurs faites notamment dans les phrases du type « je les mange », où les élèves mettent un S à « mange », parce qu'à un moment de leur scolarité, excédés par le fait qu'ils oublient de mettre la marque du pluriel sur les noms, on leur a dit c'est simple, quand il y a « les », tu mets un S au mot qui suit. Ouais. D'accord, mais est-ce qu'on leur a expliqué que ça, ce n'était pas une règle orthographique, que c'était simplement un truc qu'on leur donnait dans ce contexte-là? Sauf que c'est beaucoup plus difficile à déconstruire un automatisme créé dans une interaction de tutelle qu'un automatisme créé dans « je vois des régularités dans mon environnement ». C'est-à-dire que si vous êtes dans une interaction de tutelle, que vous transmettez l'enfant une règle qu'il pense être une règle logique, à ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile à déconstruire. C'est pour ça que ces erreurs sont beaucoup plus prévalentes et beaucoup plus tardivement que dans d'autres situations. On a travaillé avec Emmanuel, qui est tout là-haut et qui se cache, sur la discrimination des lettres en miroir, notamment sur il vous en parlera, il parlera cet après-midi. Donc, pourquoi les enfants mettent un peu plus de temps pour comparer BD que PQ? Et ici, vous savez que notre cerveau, même si il a continué à se développer au cours de l'évolution. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'écriture est apparue il y a 5400 ans, mais notre cerveau, quand on est, n'est toujours pas apte à décoder les lettres et les mots écrits. Donc c'est typiquement un outil culturel qu'on doit passer de génération en génération, et apprendre cet outil culturel, ça nécessite, et on en a entendu parler hier, un recyclage neuronal. Alors recyclage neuronal, les données sont de moins en moins probantes de ce point de vue-là, mais en tout cas, ça nécessite de réutiliser des territoires qui sont utilisés normalement pour d'autres fonctions. Et notamment dans notre système visuel, on a des neurones qui ont tendance à répondre de la même manière quand on présente un objet dans ce sens-là et un objet dans ce sens-là. Donc si je présente dans votre système, à votre cerveau, cet objet positionné comme ça et comme ça, il répond exactement de la même manière. D'accord ? Et c'est extrêmement adaptatif. C'est bien que ça ne mette pas 500 millisecondes de plus pour dire que c'est une bouteille quand je la présente comme ça et comme ça. Okay ? C'est super adaptatif pour reconnaître les objets, mais ce n'est pas du tout adaptatif pour reconnaître les lettres dont l'image en miroir constitue une autre lettre. Et c'est pour ça que c'est difficile pour le cerveau des apprentis lecteurs de comparer le B, le D, le P et le Q. L'hypothèse qu'on avait faite avec Emmanuel, c'était que finalement, indépendamment de votre expertise en lecture, pour pouvoir comparer ce type de lettres, il faut que votre cerveau apprenne à bloquer cette propriété de généralisation en miroir au niveau neuronal. Et c'est effectivement ce qu'on a montré, c'est-à-dire que si vous présentez deux objets qui sont en miroir l'un de l'autre, d'accord, donc deux petits ânes qui sont en miroir l'un de l'autre, dans lequel précisément il faut activer la généralisation en miroir, ce qu'on a montré, c'est que les participants mettent un tout petit peu plus de temps pour dire que ces deux ânes sont identiques quand ils sont présentés par des lettres en miroir par rapport à des lettres contrôle. D'accord ? Et donc ça met en évidence qu'effectivement, comparer des lettres en miroir, même quand on est un lecteur expert, ça nécessite de bloquer la généralisation en miroir. On a fait ça à tous les âges, donc du premier, je ne sais pas comment c'est ici, CP c'est en gros 6 ans, on a fait ça à 6 ans, 8 ans, 10 ans, et à tous les âges on a mis en évidence cet effet-là. On a travaillé avec Laurie Marlène aussi sur quand on met la lettre en miroir dans le mot, d'accord ? Alors vous voyez que c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas des vrais mots, c'est des faux mots qu'on a utilisés, parce que comme on a testé des lecteurs experts, on voulait les forcer à faire un décodage graphophonémique. D'accord ? Donc même si vous mettez les lettres en miroir dans le mot, votre cerveau met un peu plus de temps pour comparer vibil à vidil que dans la condition contrôle, mais surtout, ça a un effet sur votre capacité à comparer ces petits objets en miroir. Et donc là aussi, pour pouvoir comparer des mots qui contiennent une lettre dont l'image en miroir constitue une autre lettre, il faut apprendre à inhiber la généralisation en miroir. On travaille sur plein d'autres choses au laboratoire. On a travaillé par exemple, alors ça, je reprends une tâche d'Iroise ici. On travaille par exemple sur la prise de perspective visio-spatiale. Alors c'est intéressant quand on va regarder les vieux écrits de Piaget. Alors il utilisait une tâche qui s'appelait la tâche des 3 montagnes. Donc le principe de la tâche des 3 montagnes, c'est que vous mettez un enfant d'un côté d'une table. Il y a tout un landscape de petites montagnes, il y a tout un paysage de petites montagnes avec des objets sur ces petites montagnes. Et ensuite, vous mettez une petite poupée de l'autre côté de la table. Et vous demandez à l'enfant, qu'est-ce que voit la poupée ? Et jusqu'à 8-9 ans, l'enfant vous répond depuis sa propre perspective. Et comme Piaget aimait beaucoup les stades, il dit, à 8-9 ans, il n'y a plus de problème. L'enfant est capable de coordonner les perspectives spatiales et il ne fait plus d'erreur. Et puis, Iroise a mené cette étude qui est extrêmement élégante, dans laquelle elle a demandé à des enfants, des adolescents et des jeunes adultes
de suivre des instructions données par un instructeur placé d'un côté d'une étagère, et vous répondez selon votre propre perspective. D'accord? Ok, ça marche? Donc vous voyez l'étagère de ce côté-là, vous avez un directeur qui vous donne un certain nombre d'instructions, seulement il faut prendre en compte la perspective de l'instructeur pour répondre. Et ici, typiquement, il vous demande de bouger une petite balle vers la droite, vers la gauche ou vers le bas, sauf que vous voyez 3 balles à l'écran, mais si vous prenez en compte la perspective de l'instructeur, normalement, la balle que vous devriez bouger, c'est celle-là. D'accord? Bon, si vous faites ça, dans 50% des essais, les adultes se trompent. Donc on ne coordonne pas complètement les perspectives spatiales, ça dépend du contexte, ça ne dépend pas de l'âge. Ce n'est pas un stade de développement, ça dépend du contexte. D'accord? Pareil, on a adapté exactement le paradigme d'amorçage négatif, on l'a aussi adapté dans ce contexte-là. Ici, on a un petit avatar et on demande aux enfants et à des adultes de déterminer dans quelle main l'avatar tient la balle grise. Il peut tenir la balle grise, et parfois cet avatar est de face, et parfois cet avatar est de dos, et on joue sur la séquence présenter l'avatar de face, dans lequel il faut que j'inhibe ma propre perspective égocentrée pour pouvoir répondre, et juste après, je vous demande précisément de répondre en utilisant votre perspective égocentrée. Et ce qu'on voit, c'est que les gens mettent un tout petit peu plus de temps dans cette condition-là quand c'est précédé par un avatar qui est de face. Et donc ça montre ici qu'à tous les âges, la capacité à prendre une perspective hétérocentrée repose en partie sur votre capacité à inhiber votre perspective égocentrée. Bon, je vous donne la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a continué à travailler là-dessus et on s'est posé la question des stéréotypes. Qu'est-ce qui se passe quand l'avatar n'est pas de la même ethnie que moi, par exemple? Bon, il suffit que je remplace la tête de l'avatar par la tête d'un Afro-Américain, et à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de difficultés pour dire dans quelle main il tient la balle grise. Donc on n'est pas sorti de l'auberge avec les stéréotypes et la déconstruction des stéréotypes. C'est-à-dire que même sur des processus d'aussi bas niveau que de déterminer dans quelle main l'avatar tient la balle grise, il suffit que je change et que je crée une distance entre l'in-group et l'out-group pour produire des performances différentes. Donc ces automatismes, ils sont aussi créés dans le domaine social. Elles n'existent pas que dans le domaine cognitif. On travaille aussi sur la créativité, mais là, vraiment, je vais me faire taper sur les doigts. Donc, je vais avancer. La question, c'est, je vous ai dit depuis le début que 5 minutes 5 minutes. 5 minutes, et je te promets que j'aurai fini dans 5 minutes. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut entraîner cette résistance cognitive indépendamment du contexte? Jusque-là, je vous ai montré des interventions qui sont basées sur un attrape-piège dans chacun des contextes dans lesquels on avait montré qu'il y avait des difficultés. La question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut entraîner par des petits jeux sur iPad cette capacité à résister à des automatismes. Donc on a fait jouer typiquement les enfants à des petits jeux du type le petit jeu des couleurs que je vous ai fait faire. D'accord? On leur a demandé de faire ça 15 minutes par jour, 5 jours par semaine pendant 5 semaines. Et avant, après apprentissage, ils sont venus au laboratoire, on a fait plein de neuroimageries différentes, on a regardé plein de compétences cognitives, socio-émotionnelles et des compétences scolaires, et puis quand ils sont revenus, on a fait exactement la même chose. D'accord? Ça marche? Bon, ça c'est juste pour vous montrer que c'est des vrais enfants qu'on met dans l'IRM, et que c'est pas évident parce qu'ils sont jeunes, et qu'on en a fait passer 200 comme ça de 9-10 ans, et qu'on en a fait passer aussi 200 adolescents, donc c'était un projet un peu lourd, ça a duré 5 ans, mais qu'il y a aussi toute une étape où on leur explique leur cerveau, et que vous avez entendu ça hier, c'est extrêmement important de parler du cerveau aux enfants. Ça devrait même être au cœur de notre programme de la maternelle, mais bon, pour l'instant, nul n'est prophète en son pays, donc on verra si ça marche. Bon, en gros, là où on en est, il n'y a pas de transfert. Donc, quand vous vous entraînez à faire des petits jeux sur iPad, en gros, ça ne se transfère pas aux compétences scolaires. Par contre, on a des effets au niveau cérébral. C'est-à-dire qu'après 5 semaines d'entraînement, on change l'activité spontanée du cerveau. Vous avez entendu hier parler du Default Mode Network, le mode par défaut du cerveau. Quand on regarde l'activité spontanée du cerveau, après 5 semaines, on a déjà modifié l'activité du cerveau, notamment dans toutes les zones du cortex préfrontal qui sont impliquées dans la résistance cognitive. On a même changé la connectivité structurale entre différentes régions du cerveau. Évidemment, tout ça, ça revient à la ligne de base au bout de quelques semaines. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas joué C'est évidemment transitoire. Mais l'idée, c'est que peut-être que si on avait une intervention plus longue, peut-être qu'on aurait des effets au niveau développemental. Et c'est aussi un des intérêts d'utiliser la neuroimagerie, c'est que dans certains contextes, c'est plus sensible que d'utiliser des outputs purement comportementaux. On a en fait, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. On a quand même un transfert. On a un transfert sur l'attention sélective. Et notamment, dans des situations, ici, la tâche est la suivante. Vous devez déterminer si la
soit on vous pose une question relative à la grande lettre, on vous demande est-ce que vous voyez un H ou un S au niveau de la grande lettre, ou alors on vous demande des questions basées sur la petite lettre. On vous demande si la petite lettre est un S ou un H. Et c'est typiquement ce qui se passe dans une salle de classe. Hein. Vous avez un grand tableau, il y a plein d'informations au tableau, et l'enfant doit se concentrer sur une information au tableau. D'accord ? Ça, c'est l'intention sélective. Je fais fi d'un certain nombre de distracteurs, j'inhibe les distracteurs pour pouvoir traiter l'information importante. Au bout de 5 semaines de jeu sur iPad, voilà le transfert qu'on a observé. Donc ça ne sert pas à rien de le faire. Hein. Il y a quand même un effet, et tout l'enjeu pour nous, de nos recherches maintenant, c'est de savoir est-ce que ça peut se transférer de façon plus systématique. Tout ça, je ne vais pas vous en parler. J'avais prévu un peu trop long, hein, comme d'habitude. Oui, vous inquiétez pas, c'est toujours comme ça. Bon, comme il me reste 2 minutes et que je vais finir dans les temps, la question qu'on s'est posée, c'est très bien ce qu'on fait, mais en fait, c'est à toute petite échelle. Et si on veut réellement avoir un caractère impactant de façon plus générale et à plus grande échelle, il faut qu'on trouve un moyen de travailler plus directement et plus systématiquement avec les professeurs dans les classes. Sauf que on est un laboratoire d'une quinzaine d'enseignants-chercheurs et aller sur l'ensemble du territoire en France, ce n'est pas réalisable. Donc il y a 2 ans, on a entamé une collaboration avec Nathan, l'éditeur Nathan, qui a une plateforme qui s'appelle Léa.fr que je vous conseille réellement d'aller regarder. Et sur Léa.fr, il y a plus de 110 000 profs qui sont inscrits. Et sur cette plateforme, on a proposé en fait un laboratoire en ligne pour faire de la recherche participative et collaborative avec les professeurs, dans lequel ils deviennent eux-mêmes des expérimentateurs dans leur classe. Parce qu'un des vrais enjeux pour l'école de demain, c'est aussi que les professeurs puissent se saisir de l'ensemble de ces questions-là et mener avec nous, en étant soutenus et étayés par nous, des projets de recherche dans leur classe dans lesquels c'est eux qui collectent les données, c'est eux qui font les différentes interventions, et ensuite on collige l'ensemble de ces données à l'échelle d'un certain nombre de classes pour voir quelles sont les spécificités, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché. Donc pour faire ça, la première chose qu'on a fait, c'est une visioconférence interactive sur le cerveau. Donc on a un peu entendu parler hier de faire des interventions dans les classes, c'est très bien, mais enfin quand vous le faites avec une classe de 30 élèves, comment vous passez à l'échelle ? Typiquement, une visioconférence, ça vous permet de passer à l'échelle. Tout d'un coup, on a pu parler à 4000 enfants. Donc on a fait une visioconférence sur le cerveau avec 4000 enfants, juste pour vous donner un peu une idée de l'intérêt suscité par ce type d'action. On a reçu plus de 800 questions en 40 minutes. Donc il y a un vrai intérêt pour les enfants sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut jouer sur leur curiosité. La deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on a dit, voilà, nous, le type d'erreur qui nous intéresse, vous êtes, vous, des experts de la pédagogie dans votre classe, est-ce que vous pouvez cartographier des erreurs systématiques qui pourraient être dues à des apprentissages antérieurs, à des automatismes créés dans des apprentissages antérieurs. Et donc l'ensemble de cette communauté, l'ensemble des 160 classes qui ont participé ont identifié 74 erreurs, et on a pu mettre ça en commun et diffuser ça à l'ensemble de la communauté. La troisième étape, qui n'était pas du tout une idée qu'on avait nous, on ne voulait pas faire cette étape-là. C'est les profs qui nous ont dit, écoutez, nous en fait on a plein d'activités dans notre classe qui permettent d'entraîner cette fonction exécutive qui paraît importante, cette capacité à résister à des automatismes. Est-ce qu'on ne pourrait pas montrer que jouer à des petites activités dans notre classe, ça a un effet positif sur cette capacité à résister à des automatismes ? On a dit oui, ok, très bien. Mais si vous voulez faire ça, il faut utiliser une méthode expérimentale. Ça veut dire qu'il faut faire un pré-test, il faut faire un post-test. On va le faire sur le jeu des couleurs, donc c'est le jeu auquel je vous ai fait jouer tout à l'heure. Mais ça veut dire aussi que dans votre classe, il faut qu'il y ait un groupe contrôle et un groupe expérimental. Parce que sinon, on n'arrive pas à contrôler pour l'effet maître. Donc on leur a dit ok, mais il faut que ces activités, vous le faites 3 fois par semaine, vous le faites 15 minutes pour chacune de ces activités, d'accord ? Mais vous le faites en demi-classe. Il y a une demi-classe qui joue à d'autres jeux. Okay ? On leur a envoyé tout le matériel. C'est-à-dire qu'on a créé tout le matériel, on a construit tout le matériel, parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps de le faire. Donc on a créé tout le matériel, on a envoyé tout le matériel aux classes qui voulaient jouer, et puis on a aussi créé toute la séquence de jeux auxquels jouer dans la classe. Et bien ça marche. En fait, on peut faire de la recherche participative et collaborative avec les professeurs dans leur classe, menée par les professeurs dans leur classe, et en plus, on est capable de montrer que ça fonctionne. C'est-à-dire que jouer à des petits jeux qui entraînent les fonctions exécutives type inhibition, en fait, ça permet d'être meilleur dans la capacité à contrôler des automatismes. Ici, c'est le groupe contrôle, le groupe expérimental, avant entraînement, après entraînement. Vous voyez qu'ils progressent plus pour résoudre les problèmes incongruents du petit jeu des couleurs quand ils sont dans le groupe expérimental par rapport au groupe contrôle. Ça, c'est les essais dans lesquels il ne faut pas résister aux automatismes. Vous voyez qu'ils progressent de la même manière. OK ? Ça marche ? Ce qu'on est en train de faire, c'est repartir des erreurs qui ont été identifiées par les profs, et pour chacune de ces erreurs, contraster une approche métacognitive par rapport à une approche logique. Donc ils font ça dans chacune des classes, mais comme on a plein de classes qui participent en même temps, on va pouvoir colliger l'ensemble de ces données et montrer dans chacun de ces domaines, par exemple, vous savez, les multiplications par 10 des nombres
décimaux où l'enfant considère que 3,1 fois 10, ça donne 3,10. Parce qu'on rajoute simplement un zéro, c'est ça l'automatisme ici. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'avaient identifié les professeurs, et on essaye de voir qu'est-ce qui marche le mieux entre le pré-test et le post-test, une approche métacognitive ou une approche logique. Ça, c'est si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble des ressources qu'on a mis à disposition de la communauté pédagogique, les neurosciences cognitives dans la classe, qu'on a écrit à 4 mains, le cerveau et les apprentissages. Et puis c'est les 2 livres qu'on a écrits pour les enfants, un livre pour des enfants de 11 ans, et le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle « Explore ton cerveau », si vous voulez regarder, il est là. Et je pense que celui-là, il est vraiment super. Enfin, tous les autres sont super aussi, mais celui-là est particulièrement bien. Voilà. Merci beaucoup. Et je suis presque dans le temps. Presque.